Bonjour chers amis, nous allons aujourd'hui nous retrouver pour une autre vidéo. Le thème de ce soir porte sur l'investissement et le financement. Donc nous allons donc vous présenter les méthodes d'investissement ou la politique d'investissement et de financement. Il a été démontré dans notre pays, le Congo-Brazzaville, que près de 75% des entreprises qui sont créées meurent avant leur 5e anniversaire. C'est bien dommage. Et nous savons que tout le monde parle de l'entrepreneuriat, que les jeunes doivent entreprendre. Mais il faudrait bien que l'entrepreneuriat soit précédé de l'investissement. On ne peut pas entreprendre sans investir. Et nous devons savoir que l'investissement, c'est une notion qui est très complexe. Et il faudrait que les jeunes ou tous ceux qui me suivent sachent qu'on ne peut pas investir sans au préalable mettre en place ou faire une étude de faisabilité. C'est comme un architecte ou une personne qui veut construire une maison doit au préalable chercher un architecte qui doit faire l'étude du sol et si possible du terrain. Donc nous pensons qu'il est important que les jeunes sachent qu'avant d'investir, il faut au préalable réaliser une étude de faisabilité. Alors c'est quoi une étude de faisabilité? Eh bien l'étude de faisabilité, c'est une technique ou un ensemble de méthodes qui permet d'analyser la viabilité financière et économique d'un projet et aussi et surtout d'évaluer les implications institutionnelles et organisationnelles de ce projet. L'étude de faisabilité est réalisée par une personne qu'on appelle un consultant. Donc le consultant, c'est celui qui est habilité à faire une étude de faisabilité. Son but, c'est de faire en sorte que le projet soit faisable et surtout rentable. Il doit procéder par certaines méthodes que nous allons voir tout de suite. Évidemment, il doit faire en sorte que le projet qu'il va étudier soit en mesure d'être modifié, rejeté ou accepté. Donc, nous allons dire que l'étude de faisabilité, c'est en quelque sorte la partie instruction d'un business plan ou d'un plan d'affaires. Alors, si nous avons dit que l'étude de faisabilité est réalisée ou doit être réalisée par un consultant, mais le financier de l'entreprise ne peut donc pas réaliser une étude de faisabilité parce que ça prend du temps. Et le financier doit par contre réaliser ou rédiger ce qu'on appelle les termes de référence. Les termes de référence d'une étude de faisabilité sont très importants. Il faudrait qu'on sache d'abord c'est quoi les termes de référence. Les termes de référence, c'est l'ensemble des informations dont doit disposer le commanditaire du projet afin d'apprécier, de rejeter, sinon accepter le projet. Ces informations conçues comme un canevas ou, une feuille de route pour le consultant, parce que le consultant ne pourra pas faire l'étude de faisabilité sans pourtant recueillir l'avis du commanditaire du projet. C'est le commanditaire du projet qui doit nous dire ce dont il a besoin en termes d'études. Et parmi les éléments qui doivent constituer les termes de référence, nous avons l'étude du marché, l'étude juridique, l'étude environnementale, l'étude sociale et culturelle, la faisabilité technique sur le plan de l'infrastructure, la faisabilité technique sur le plan du coût d'exploitation, mais il y a aussi et surtout l'étude financière. Mais nous allons surtout focaliser sur l'étude financière. C'est vrai qu'il est quand même important d'expliquer c'est quoi une étude de marché, parce que le commanditaire du projet ou celui qui doit rédiger les termes de référence doit dire au consultant ce dont il a besoin. Vous allez dire au consultant de réaliser une étude de marché, mais ça veut tout simplement dire qu'il doit vous fournir des informations sur le marché, en l'occurrence, les concurrents qui existent déjà sur le marché, les demandeurs de vos produits, si possible les quantités, mais connaître également la localisation et les habitudes de nos demandeurs. Alors, en ce qui concerne la demande, il faut retenir une chose, c'est que nous avons la demande potentielle et la demande effective. Ce dont on a besoin ici, ce n'est pas la demande potentielle, mais c'est la demande effective, cette demande qui tient compte ou qui prend en compte le pouvoir d'achat des éventuels ou des futurs demandeurs de nos produits. C'est pourquoi cette étude de marché est très importante pour celui qui va réaliser cette étude de faisabilité. Alors, la deuxième étude dont nous avons parlé, c'est l'étude juridique. Ici, le consultant doit nous fournir des informations sur le cadre juridique du projet. Alors, il doit nous fournir des informations sur le droit du travail, sur la protection des investisseurs, sur, la protection, sinon la propriété intellectuelle ou la propriété industrielle,
quand il s'agit par exemple d'une entreprise industrielle, il faudrait que nous puissions avoir des informations en ce qui concerne vraiment le cadre juridique du projet. Et ce n'est pas le commanditaire du projet qui doit faire des informations, qui doit faire des recherches sur ce point, mais c'est le consultant qui doit le faire afin de fournir des informations auprès du consultant, plutôt j'allais dire auprès du commanditaire du projet, pour qu'il puisse apprécier le projet. Nous allons parler de l'infrastructure, étude infrastructurelle. Alors, c'est une étude technique qui consiste donc de mettre à la disposition du consultant ou du commanditaire du projet des informations en ce qui concerne les devis APS, donc avant-projet sommaire, les devis APD ou avant-projet détaillé, et bien sûr les PDO ou les ADO, donc les ADO, appel d'offres, bien sûr, les documents d'appel d'offres, les DAO, ok, j'allais dire, DAO, donc les documents d'appel d'offres, mais aussi et surtout, il devait fournir, bien sûr, les rapports d'options. Alors, dans cette étude, il faudrait que le consultant mette à la disposition du commanditaire du projet tous ces devis et ces documents pour qu'ils lui permettent de bien réaliser son projet. Mais nous avons dit, il y a également une étude concernant l'exploitation du projet. Il faudrait que le consultant nous donne l'information ou des informations sur, bien sûr, tout ce qui concerne l'exploitation, donc les process d'exploitation du projet. Et ça, c'est un travail qui est vraiment difficile, mais si c'est un consultant digne de ce nom, il fera ce travail pour le compte du commanditaire du projet. Nous avons parlé également de l'étude environnementale. Et ça, c'est une étude qui est aujourd'hui recommandée parce qu'évidemment, il faudrait qu'on sache quel est l'impact de votre projet sur l'environnement. Et surtout, il doit nous donner les informations sur le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est quoi? Évidemment, c'est une technique ou une méthode qui permet de compter la quantité des gaz à effet de serre qui est émise dans l'atmosphère par votre projet ou par votre entreprise afin de la réduire. Il faut réduire les gaz à effet de serre parce qu'évidemment, c'est ce qui crée ou cause le réchauffement climatique. C'est une étude qui est très importante aujourd'hui. Il faudrait que le consultant soit en mesure de faire cette étude pour nous, les commanditaires du projet. Donc j'ai dit qu'il y a ces études à faire, mais il y a beaucoup d'autres types d'études. Mais nous avons tout consigné dans ce document que nous avons rédigé, que nous avons appelé « Comment réaliser un investissement et un financement », bien sûr rédigé par Emile Dibamba. Et vous allez tout trouver dans ce document-là. Et pour ceux qui veulent en acquérir, le numéro de téléphone est au bas de l'écran. Vous pouvez vous en procurer. Alors, il y a une étude qui est très importante que nous avons appelée l'étude financière. Alors, l'étude financière, ça ne concerne pas seulement le consultant, mais le commanditaire du projet, plus précisément son financier, doit faire ce travail. J'allais dire, il peut anticiper le travail du consultant en faisant cette étude financière. L'étude financière consiste donc à réaliser, sinon à dresser déjà le compte d'exploitation prévisionnelle afin de mettre en exergue ou de mettre en place les 4 critères d'appréciation d'un projet. Quand je parle de ces 4 critères, je fais allusion à la valeur actuelle nette, au taux interne de rentabilité ou le taux de rentabilité interne. Il y a bien sûr le délai de récupération du capital. Il y a également l'indice de profitabilité. Alors, le consultant doit faire ce travail, mais le commanditaire du projet, par le truchement de son financier, doit également faire ce travail. Et nous demandons à ce que, et nous recommandons, et nous conseillons bien sûr notre public de faire ce travail parce que c'est, on va dire, le point focal de notre étude de faisabilité. Si nous ne connaissons pas la VAN, le taux interne de rentabilité, le délai de récupération du capital et l'indice de profitabilité, il serait très difficile de savoir si le projet est acceptable ou non. Alors, la VAN, c'est quoi? La VAN, c'est la valeur actuelle nette. Quand on fait ce calcul, c'est pour savoir si le projet génère ou crée de la richesse. Pour savoir que le projet crée de la richesse, il faudrait que cette VAN soit supérieure à 0. Comment on fait pour calculer la VAN? La VAN est égale à l'ensemble des dépenses, j'allais dire initiales, plus ou augmentée de la somme des flux de trésorerie net actualisés. On va expliciter cela en disant que la VAN égale à moins I0, I0 donc ici c'est la dépense initiale, plus les flux de trésorerie de la première année, donc les recettes futures, divisé par 1 plus I, le petit i, ici c'est le taux d'actualisation, on va placer l'exposant 1, donc la première année. On va faire autant pour la deuxième année, donc plus le flux de trésorerie de la deuxième année, sur 1 plus I, exposant 2, donc la deuxième année,
ainsi de suite jusqu'à l'année N. Mais n'oublions pas que l'année N, on ne va pas seulement placer le flux de trésorerie seul, mais il faut également ajouter la valeur résiduelle. Nous aurons donc à la dernière année le flux de trésorerie de la dernière année plus la valeur résiduelle divisé par 1 plus I. Le I, j'allais vous dire, et j'allais rappeler que c'est le taux d'actualisation ou le coût du capital, ou encore appelé coût de financement. On va mettre N en exposant. Donc si c'est la 5e année, on mettra 5. Alors, ici, vous avez ces éléments, mais ces éléments doivent être calculés. I0, c'est quoi? Nous avons dit sa dépense initiale. Qu'est-ce qui renferme ou rentre dans le calcul de la dépense initiale? De la dépense initiale, nous avons la somme de toutes nos immobilisations, plus les frais d'installation des immobilisations, plus les frais de formation du personnel, parce que lorsqu'on commence un projet, déjà avoir un personnel, mais ce personnel doit être formé. Si c'est un logiciel qu'on doit mettre en place, avec lequel on va travailler, il faut former le personnel sur ce logiciel. Il faudrait que le personnel apprenne tout ce qui rentre dans le cadre de notre entreprise. Il faut former le personnel, donc il faut prendre en compte les sommes dégagées pour former le personnel. Il faut bien sûr ajouter le besoin en fonds de roulement initial, et le besoin en fonds de roulement est composé des stocks, les créances clients, les dettes fournisseurs. Donc PFR égale stock plus créances moins dettes à court terme. Donc ici on parle des dettes fournisseurs. Nous savons qu'au début d'un projet, il faut toujours des stocks de départ. Il faut également certainement les fournisseurs, les dettes fournisseurs, les marchandises on pourra les prendre auprès du fournisseur, et ça il faut en prendre en compte. Et si nous faisons la somme de tout ça, nous avons notre dépense initiale, donc notre dépense de départ, encore appelée investissement initial. Nous avons parlé de notre formule du flux de trésorerie. Mais c'est quoi le flux de trésorerie? Le flux de trésorerie, c'est l'ensemble des recettes futures de notre projet. Comment on calcule le flux de trésorerie? En fait, la marge brute de financement qui sera diminuée sur du besoin en fonds de roulement. La marge brute de financement, ce qu'on appelle couramment, et en anglais, le cash flow. Alors, le cash flow plus, ou j'allais dire, diminué de la variation du besoin en fonds de roulement donne le flux de trésorerie. Si nous avons les flux de trésorerie, ça veut dire que nous avons déjà nos recettes futures. On le fait pour la première année, la deuxième année et bien sûr la dernière année. Mais vous allez constater que la dernière année, nous allons ajouter la valeur résiduelle. Et c'est un élément très important qu'on ne doit pas omettre. La valeur résiduelle, c'est l'ensemble des valeurs vénales de notre projet qui sera diminué du taux d'imposition des éventuelles plus-values. Alors là, il faut savoir c'est quoi la valeur vénale. La valeur vénale, c'est l'ensemble des valeurs de revente. Quand nous avons des immobilisations, à la fin du projet, il y a des immobilisations qui ont encore la capacité de fonctionner. Donc il faut qu'on sache à combien, à quel montant allons-nous revendre ces immobilisations. Il faut donc calculer la valeur nette comptable de ces immobilisations et proposer une valeur de revente. Et si la différence entre la valeur nette comptable et la valeur de revente nous donne une différence positive, on va dire que notre revente a réalisé une plus-value. Mais si c'est une différence négative, c'est donc une moins-value. Alors, dans la somme, dans ces immobilisations, n'oublions pas qu'il y a une immobilisation qui est un peu spécifique, on appelle le terrain. Le terrain n'est pas amortissable, ça veut dire que l'amortissement du terrain est égal à 0. Mais on ne pourra pas revendre le terrain sur la base de la valeur nette comptable, c'est pas possible. Il faudrait donc regarder ce que l'on peut faire avec le terrain. Le terrain est ce qu'on appelle en économie la formation brute du capital fixe. Le terrain ne se déprécie pas, mais le terrain s'apprécie avec le temps. C'est pourquoi il faut calculer la valeur vénale du terrain en appliquant la formule de la capitalisation. Si nous voulons avoir la valeur vénale du terrain ou la valeur de revente du terrain, il faudrait donc appliquer la formule suivante. Valeur de revente du terrain égale la valeur d'origine du terrain qu'on va multiplier par 1 plus le taux d'appréciation du terrain exposant N. N ici c'est la durée du terrain. N'oublions pas que pour chaque terrain, il y a un taux d'appréciation. C'est comme lorsque nous faisons les immobilisations, nous savons que pour chaque immobilisation, il y a un taux de dépréciation. Pour chaque terrain également, il y a un taux d'appréciation. Tout dépendant de notre quartier, de la ville et bien sûr de notre zone urbaine. Mais il faut rechercher le taux d'appréciation du terrain. On ne vend pas les terrains à la hussarde. Comme nous assistons cela dans la ville, nous constatons que les gens vendent des terrains comme ils veulent parce qu'ils pensent que
ce terrain se trouve dans un tel quartier. Non, il y a un taux qu'on applique et nous devons connaître la valeur réelle du terrain en mettant en place ou en appliquant bien sûr la formule que nous avons appelée la capitalisation. Alors, si nous avons la valeur résiduelle, évidemment, on va l'augmenter au flux de trésor de la dernière année pour que nous puissions avoir notre vanne, dans notre valeur actuelle nette. Cette valeur actuelle nette, lorsqu'elle est positive, nous avons dit, ça veut dire que le projet génère de la richesse, crée de la richesse, donc le projet est bon. On ne dit pas que le projet est acceptable. Cette condition est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Il faut passer à la deuxième condition, qui consiste donc à calculer le taux de rentabilité interne. Le taux interne de rentabilité, c'est un taux qui permet bien sûr de savoir si le projet est rentable. Le TIR permet de savoir si le projet est rentable. Comment on fait pour trouver le TIR? Mais le TIR se calcule par extrapolation. Le TIR, c'est donc ce taux qui permet d'annuler la valeur actuelle nette, mais il faudrait que ce TIR que nous avons trouvé soit supérieur au taux d'actualisation. Je dis que pour que le projet soit rentable, il faut donc deux conditions également. Il faudrait que le TIR puisse annuler la vanne, c'est-à-dire à la place de I de la formule, il faut remplacer TIR que nous allons choisir par extrapolation, je dis bien. Si nous constatons que le TIR que nous avons eu à choisir annule bel et bien la vanne, il faudrait donc que ce TIR-là soit supérieur au taux d'actualisation, au taux du capital. Alors, si nous constatons que les deux conditions sont réunies, en ce moment, on dira que le projet est rentable. Il y a encore un autre critère d'appréciation de notre projet, qu'on appelle le délai de récupération du capital, le DRC. Le DRC se calcule par interpolation linéaire. Et ici également, on va regarder, lorsqu'on calcule le cumul de nos flux de trésorerie, l'année qui nous donnera une valeur positive, c'est cette année qui déterminera bien sûr l'année de récupération du capital. Mais nous avons dit qu'au-delà de l'année, il y a aussi le fait qu'on peut trouver non seulement l'année, mais aussi le mois et le jour. Donc là, on calcule le DRC, donc le délai de récupération du capital, avec beaucoup de précision. On pourra connaître non seulement l'année qu'on va récupérer notre capital investi, mais aussi le mois et le jour. Et cette méthode est appelée méthode de linéarité de dégagement. Cette méthode est très importante, nous avons tout consigné dans ce livre, et vous aurez des cas pratiques qui vous permettront de bien comprendre ces notions-là. Donc ce livre-là est bien exposé, et vous aurez donc la possibilité de vous en procurer. En dehors de cela, il y a un dernier critère qu'on appelle l'IP ou l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité également est un critère important pour apprécier un projet. Il nous permet de savoir si le projet génère du profit. Comment on fait pour calculer cela? On met IP égale 1 plus la vanne divisé par I0, donc la dépense initiale. Si nous constatons que cette opération ou ce calcul est supérieur à 1, on peut conclure que l'entreprise ou le projet génère du profit. Alors, donc pour accepter un projet, il faut que les critères soient respectés. Si nous constatons que ces 4 critères sont respectés, on peut dire que le projet est acceptable. Nous avons dit, ce n'est pas un critère qui va dire ou va nous prouver qu'on peut se lancer dans un projet, mais il faudrait que ces 4 critères soient totalement respectés avant de se lancer dans un projet. Alors, si nous avons expliqué cela, ça veut tout simplement dire que nous avons compris ce qu'il faut faire avant d'investir. Avant d'investir, je veux réitérer, vous devez d'abord faire une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité doit être précédée par la rédaction des termes de référence par le commentaire du projet. Et lorsque nous avons fini, évidemment, on peut donc faire notre étude financière. Voilà donc de façon résumée ce qu'on peut dire à propos des investissements. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des formations qui sont organisées au niveau de Emerald Service, qui est notre entreprise. Vous aurez toute la formation possible et toutes les méthodes d'études de projet que nous mettons en exergue. Tout ce que je vous demande, c'est d'apprécier, de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, likez et à bientôt. Ciao.